L'Ukraine et l'Union européenne signent un accord absolument historique qui est censé tenir tête à la Fédération de Russie. Selon l'accord en question, il y aura des troupes ukrainiennes, oui, mais aussi de l'Union européenne directement sur le territoire du pays. Cela a déjà été signé directement par Volodymyr Zelensky avec les dirigeants européens. Moscou n'a pas encore dit grand-chose à ce sujet, mais cependant, la question clé dans tout cela est le but de ces troupes, qui, très probablement, n'est absolument pas celui auquel vous vous attendez. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin de cette vidéo, car il est très probable que vous soyez stupéfait par ce qu'ils viennent de signer et contre qui ils viennent de le faire. C'est ici que se trouvent les dirigeants, les grands du monde libre, Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron et les autres. Ils signent le document historique selon lequel l'Ukraine bénéficiera de ce contingent militaire de l'Union européenne directement sur son territoire. Oh mon Dieu! Il s'avère que le milliard de fois où la Fédération de Russie a répété que cela ne pouvait tout simplement pas arriver, ils n'ont pas été entendus. Ça a été un peu comme « Regarde, la Russie a dit que nous ne pouvons pas avoir de contingent militaire de l'OTAN ni de l'Union européenne sur le territoire de l'Ukraine. Ah oui, eh bien, on va réfléchir à autre chose. Attends, il m'est venu une très bonne idée. Et pourquoi ne pas installer notre contingent militaire, c'est-à-dire celui des pays de l'Union européenne, justement sur le territoire ukrainien? Excellente idée. Proposons-la à Zelensky et voyons si on peut la signer. C'est un peu comme des mémoires de Poisson Rouge, je pense qu'il pourrait même écrire un livre sous ce même titre. Cependant, ce que je trouve le plus intéressant dans tout cela et que les médias occidentaux ne vont pas vous dire, c'est ceci. Très probablement, je n'ai encore vu aucun analyste parler de cela, encore moins en espagnol dans ces mêmes termes. Contre qui est dirigé le contingent militaire en question? Ici, nous allons être très clairs. La maman Sivaya est arrivée pour expliquer des choses qui, apparemment, échappent à beaucoup de gens, surtout du côté otanien de l'histoire. Il se trouve que le contingent militaire qu'ils envisagent actuellement pour l'Ukraine est d'environ 10 000 soldats. Il semble que la plus grande partie sera fournie par la Grande-Bretagne et une autre partie par la France. C'est vrai qu'ils étaient là, qu'ils entrent, qu'ils sortent, qu'ils hésitent, et finalement beaucoup de gens osent, et ils ont bien raison. Elle a dit qu'une chose est de parler, effectivement, de déployer ce contingent militaire directement aux portes de la Fédération de Russie, et une autre chose est de le faire. C'est-à-dire, peu importe ce qu'ils signent, ce n'est que du papier mouillé, ça ne vaut absolument rien, détendez-vous, ce n'est rien du tout. Les tentatives, cependant, sont toujours là, et maintenant, elles ont déjà été officialisées sur le papier depuis quelque part. Source. Ceci a été vu comme une tentative supplémentaire d'escalader la tension, d'élever le niveau du conflit ukrainien, de le porter à une confrontation maximale, pratiquement au terme de la Troisième Guerre mondiale. Cependant, ici, il faut souligner une question qui, pour moi, est la question à 1 million. Ces 10 000 soldats seront en majorité britanniques et français. Contre qui exactement se sont-ils déployés sur le territoire ukrainien? Contre la Russie ou pas? Parce que, bien sûr, contre la Fédération de Russie, tant qu'ils ne font pas grand-chose, le plan, je vous le rappelle, c'est qu'ils restent en Ukraine. La première ligne restera composée de soldats ukrainiens. On parle de cela pour le moment où il y aura un accord de paix, et j'ai déjà souligné cela de mon côté. Eh bien, cela a déjà été dit et redit en Russie. Le fait que la Fédération de Russie a déclaré qu'il n'y aura pas d'accord de paix si l'Union européenne envisage d'envoyer des forces de maintien de la paix, c'est-à-dire que ce qu'ils viennent de signer, en réalité, élimine toute possibilité d'un accord de paix. Mais bon, imaginons que la Russie l'ignore effectivement et dise qu'il va y avoir un accord de paix. Et après l'accord de paix, une fois signé, effectivement, ces types décident de déployer leurs troupes en Ukraine. Ou alors, maintenant, en ayant cela sur papier, en l'ayant seulement comme projet, quel est le but, celui du projet? Parce que, soyons clairs, 10 000 soldats, qu'ils soient britanniques, français ou américains, qui sont très à la mode en ce moment, ce n'est rien du tout.
planté sur un bâton. Face au contingent militaire que la Russie maintient sur le territoire ukrainien, d'X 1000 soldats en général, ça ne fait absolument rien sur un territoire aussi vaste. Oui, ils sont conçus pour fournir un soutien, c'est-à-dire pour soutenir l'armée ukrainienne. Cependant, ils pourront apporter peu de soutien, étant seulement 10 000 en cas de conflit. Si le conflit n'a pas lieu, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Si le conflit a lieu, eh bien, ils ne feront absolument rien. Et il faudra encore voir quelle sera la réaction des pays occidentaux. Si ce contingent militaire, déjà déclaré cible légitime par la Russie à plusieurs reprises, dès qu'il mettra le pied sur le territoire ukrainien, soudainement, un Iskander ou un Kinjal leur tombera dessus. Le point le plus important, je le répète, c'est que nous le reconstruisons, le tableau pièce par pièce, et nous revenons encore une fois à la question à 1 million. Si les 10 000 soldats qui viennent de l'Union européenne ne peuvent pratiquement rien faire contre le contingent militaire de la Fédération de Russie qui se trouve actuellement sur le territoire ukrainien. Alors, contre qui sont-ils là ? Parce que, bien sûr, ils doivent se battre contre quelqu'un, et c'est là que le système d'exploitation entre en jeu. Je vais vous donner ma théorie personnelle qui surprendra très probablement plus d'une personne. Je crois sincèrement que ces types ne sont pas sur le territoire de l'Ukraine pour combattre la Russie, mais pour combattre l'Ukraine elle-même, ou plutôt pour contrôler l'Ukraine elle-même. Ici, plusieurs facteurs doivent être commentés, notamment que le régime de Kiev est sans doute l'un des plus corrompus au niveau international. Cela ne surprend absolument personne. Le fait que Volodymyr Zelensky ait de plus en plus de mal à contrôler l'ensemble du pays. Et il subit l'influence de nombreux groupes en même temps, y compris des groupes ultranationalistes. Alors, pour essayer d'assurer à l'Ukraine une stabilité minimale, il faudrait peut-être effectivement déployer un certain nombre de soldats qui ne soient pas ukrainiens et qui ne répondent pas aux ordres du régime de Kiev. Un troisième point serait de contrôler le régime de Kiev. Ce qui n'est pas du tout une mince affaire, comme dirait Mariano Rajoy, c'est une grande affaire. Donc, dit autrement, ce n'est pas une petite chose, dit autrement, c'est une grande chose. Et d'un autre côté, bien sûr, l'énorme aide qui va encore arriver en Ukraine en termes d'argent pour la reconstruction, il faut aussi que quelqu'un la contrôle. Et à tout cela, au cas où cela ne vous semblerait pas suffisant, il faut ajouter un détail dont les médias occidentaux ne semblent pas trop se souvenir. C'est que la population ukrainienne, depuis le début de l'opération militaire spéciale, a reçu une énorme quantité d'armes. Et maintenant, nous sommes confrontés à une situation très probable à la suite de la signature de la paix, à la suite de la résolution du conflit. Qu'une société absolument saturée d'armes, qui dans de nombreux cas ne peuvent pas être clairement tracées, va recevoir en plus du retour à la maison plus d'1 million d'hommes si c'est le cas, et effectivement ils auront survécu. Mais bon, mettons un minimum de 500 000 soldats ukrainiens qui ont vécu des choses de très difficiles, dont beaucoup reviendront probablement avec des séquelles. Que ce soit sous forme de blessures, de stress post-traumatique ou des deux à la fois, c'est-à-dire l'état dans lequel ils pourraient se retrouver à la fin de toute cette opération militaire, la situation sera absolument tragique, bien sûr. Ces personnes ayant pratiquement un accès libre, parce qu'en Ukraine, il est maintenant très difficile de contrôler ces armes en grande partie, et il s'agit aussi d'armes occidentales, dans certains cas même de l'OTAN elle-même, des pays les plus avancés de l'OTAN. Ce qui englobe toute la mauvaise image que l'on pourrait donner du conflit, de l'aide qui a été apportée dans le cadre du conflit. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire, nous avons ce qui est la mise en scène, et dans cette mise en scène, il s'agit de personnes qui bien sûr ont combattu, très probablement, elles ont vécu des moments très difficiles, très probablement elles sont revenues avec une sorte de séquelle, avec une sorte de conséquence. Quelle opinion auront-elles du régime de Kiev ? Quelle opinion auront-elles de l'Union européenne ? Auront-elles envie de sortir dans la rue pour raconter ? L'une de vous deux veut répondre ? Elle pourrait sortir tirer. Elle pourrait sortir crier sur tous les toits, mais combien sortiront au final ?
Combien voudront s'organiser en groupes armés? Des délinquantes. Voilà qu'elles passent de militaires à délinquantes parce qu'elles n'ont pas de ressources. Je vous rappelle que l'État ukrainien est actuellement pratiquement sans le sou, il est maintenu artificiellement par l'Occident. Alors, si on met tout cela ensemble, le contingent militaire des 10 000 soldats que l'Union européenne envisagerait soi-disant d'envoyer. Eh bien, cela nous révèle peut-être des choses très intéressantes et peut-être qu'en fait, il prévoit vraiment qu'il soit là-bas. Oui, mais pas pour être là contre la Fédération de Russie, mais plutôt pour défendre les intérêts de l'Union européenne. Et pour essayer de contrôler, même un minimum, la situation à l'intérieur même du pays, en Ukraine, et y assurer les intérêts. Je reviens au même point, qui reste finalement le plus important pour l'Union européenne. Dans le pays, on ne parle même plus du cas arrivé. Au moment où l'Ukraine pourrait finir par tomber et disparaître en tant qu'État. Et alors, ces militaires pourraient assurer le passage des différents territoires et leur annexion ultérieure, que ce soit par la Pologne, que ce soit par la Hongrie. La gestion également des ressources à ce moment-là, c'est-à-dire on parle bien de quelque chose que la Fédération de Russie n'acceptera pas. Et ici, nous analysons en termes d'éventualité, parce que, je crois auparavant, la Russie finit par arriver jusqu'à Kiev, ce qui permet à l'Ukraine de franchir le pas et d'accueillir sur son territoire ce contingent militaire de l'Union. Mais le moment venu, vu la situation, il se pourrait que nous revenions à cette éventualité, que l'Union européenne finisse par le réaliser. Mais alors, presque à coup sûr, elle ne serait pas sur ce territoire de l'Ukraine pour menacer ni pour garantir quoi que ce soit face à la Fédération de Russie, et encore moins face à la Fédération de Russie. Mais pour assurer la situation pour ses propres intérêts en premier lieu, et donc presque à coup sûr contre les intérêts de la nation ukrainienne.